Salutations chers pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et avant de commencer, comment dire, j'ai une annonce à faire. J'ai le regret d'annoncer au peuple français que je vais quitter la France, je vais rejoindre l'Algérie. Suite à ce commentaire, je suppose que tout le monde sait lire. Pour les personnes qui ne le savaient pas, je suis algérienne, franco-algérienne, j'ai les papiers français, j'ai une pièce d'identité française, un passeport français, et du coup je crois que je vais devoir y renoncer quoi. Non, je rigole, j'aime trop le fromage. N'en déplaise à certains, mais je crois que je vais rester. Encore un petit peu, encore un petit peu. Trêve de blablaterie, c'est parti. Alors, surtout que cette affaire, elle est loin d'être drôle, donc bref. Ouais, mais bon, c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère, hein. Bref, voilà, donc c'est parti, on y va. Notre affaire commence en Angleterre avec Jane Clough. Jane Clough est une jeune femme âgée de 26 ans au moment où se passe notre histoire. Elle naît et grandit dans une ville qui s'appelle Nelson, dans le Lancashire. Jane est l'aînée de 3 enfants. Son père s'appelle John, sa mère s'appelle Penelope, on l'appelle Penny. Jane, elle a une enfance, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est une fille très joyeuse, elle croque la vie à pleines dents, elle est très proche de sa famille, de ses parents surtout. Elle a ce trait de caractère qu'on retrouve souvent chez les aînés, à savoir qu'elle est très protectrice, et elle se soucie beaucoup des autres, de manière générale, pas seulement au sein de sa famille. Jane, elle pose souvent des questions à sa mère sur son métier d'infirmière, sa mère est infirmière. Toutes les deux, elles en discutent très souvent, à tel point que Jane, elle est vraiment inspirée par sa maman, par le travail qu'elle fait, donc elle décide que plus tard, elle veut faire le même métier, elle veut devenir infirmière. En 2007, elle obtient son diplôme et elle entre dans la vie active, confiante, sereine et très bien entourée. Jane commence donc à travailler comme infirmière après l'obtention de son diplôme. Elle prend poste à l'hôpital Victoria, situé dans la ville de Blackpool. C'est un grand hôpital qui compte environ 3000 employés et qui reçoit chaque année plus de 300 000 patients. Et c'est à son travail que Jane va faire la rencontre de Jonathan Vass en 2007. Jonathan est né en 1980 à Luton. Quand il a 4 ans, sa famille emménage dans le Lancashire, donc dans la même région où Jane est née et a grandi. Il est ambulancier et il travaille aussi à temps partiel comme videur dans une boîte de nuit. Donc Jane et lui vont se rencontrer sur leur lieu de travail, elle est infirmière, il est ambulancier, ils se croisent très souvent, il lui fait souvent des petites blagues, il se lance des petits regards complices. Jonathan, il est grand, il est musclé, il prend soin de son corps, bon, en même temps il est videur, donc ça aide d'avoir des muscles. Et malgré ce côté malabar, Jane, elle voit en lui un côté sensible, un peu comme un gros nounours. Ils vont commencer à se fréquenter, mais au départ, ils vont le faire en secret, puisque sur leur lieu de travail, ça peut être compliqué. Jane finit par l'annoncer à ses amis au bout de 4 mois à peu près de relations secrètes, et alors qu'elle s'attend à un soutien de la part de ses amis et collègues, elle est amoureuse, elle est comblée, donc elle s'attend à ce que son entourage soit heureux pour elle, c'est le choc. Personne n'aime Jonathan. On lui dit il est pas du tout pro dans son travail, il est très maladroit, il fait tout le temps des blagues qui sont très déplacées, et Jane bien sûr elle est étonnée, parce que c'est pas du tout le Jonathan qu'elle connaît, c'est pas le Jonathan qu'elle fréquente. Elle est très peinée de la vie de ses collègues de travail, de ses amis, mais elle se dit que en fin de compte, Jonathan, elle le connaît mieux, après tout ils sont en couple, donc ça va pas les empêcher de continuer de se voir, de faire des activités entre amoureux, ciné, resto, etc. Et puis Jonathan va faire la demande à Jane d'être officiellement sa petite amie. Et là tout de suite on sait que ça commence les problèmes. Le couple est donc officiel, ça y est, ils l'annoncent à leur entourage, à leurs amis, à leur famille, et là, Jonathan va faire une annonce à Jane qui va avoir un peu l'effet d'une bombe. Il lui avoue qu'il est marié depuis 2 ans. Attends, c'est pas fini. Il a aussi 2 enfants, et tous les deux ont moins de 5 ans. Mais t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois qu'il va lui dire. On est presque divorcés, elle m'a trompé plein de fois, donc on est presque divorcés. Alors Jane, bien sûr, elle est dévastée, son monde s'écroule, mariée, 2 enfants, des bébés quasiment. Et là, Jonathan, il va lui sortir une carte que, purée, même moi j'y aurais cru. Il lui dit qu'il ne veut pas faire de mal à ses enfants en leur présentant une nouvelle compagne. C'est une situation très délicate, le divorce, il est même pas encore prononcé, donc faire venir une nouvelle femme dans leur vie, c'est très délicat. Et Jane, elle concède que, c'est vrai, c'est pas faux, ça ferait beaucoup pour eux, elle a pas envie de les perturber plus qu'ils ne le sont déjà, probablement par la séparation de leurs parents. C'est des enfants, ils sont innocents, ils ont rien demandé à personne, donc elle va accepter la situation. Elle décide de rester avec Jonathan et d'attendre patiemment que le divorce soit prononcé. Environ 10 mois après que le couple ait commencé à se fréquenter, enfin, ils emménagent ensemble, le divorce est prononcé, Jonathan n'est plus avec Joanne, son ex-femme, donc tout ça c'est bon, c'est derrière eux, gros soulagement pour Jane, elle peut enfin avancer dans sa vie de couple avec Jonathan. Ils emménagent ensemble dans la ville de Barrowford, qui se trouve aussi dans le Lancashire,
en 2008. Sauf que, en fait, Jonathan, il a menti. Depuis le départ, il mène une double vie. Il n'a pas divorcé, loin de là. Il n'a jamais eu l'intention de divorcer. Joanne, sa femme, il l'aime. Et pour passer du temps avec Jane, qui en réalité est sa maîtresse, il va dire à sa femme Joanne qu'il travaille beaucoup, qu'il fait des heures sup. Après tout, il a de travail, de métier, donc ça se tient. Et ce qu'il va dire à Jane pour s'absenter auprès d'elle, c'est je dois aller voir mes enfants, je veux passer du temps avec mes enfants. L'excuse parfaite. Et le pire, c'est qu'il y a une troisième femme. Elle s'appelle Yvonne, elle habite Blackpool, c'est la ville où se trouve l'hôpital, donc culotté le mec. Et Jonathan, il ment pas seulement à sa femme, à la mère de ses enfants, et à Jane, il ment aussi à son entourage, à ses amis, à ses collègues. Et il va mentir sur tout et n'importe quoi. Par exemple, il va prétendre qu'il a une grand-mère qui est très très riche et qui habite à Baker Street, en plein cœur de Londres. Sa grand-mère, elle mange du caviar, lui, il mange des coquillettes au jambon. Ok, d'accord. Le seul signe de richesse que Jonathan a, c'est une voiture qu'il possède, une voiture qui coûte assez cher, mais qu'il aurait même pas payé lui-même. A priori, c'est Yvonne qui lui aurait fait ce cadeau. Malheureusement, pour Jane, les choses ne vont faire qu'empirer. Jonathan va la manipuler, il va exercer sur elle un contrôle dont elle n'arrive pas à se défaire. Et tout ça, au départ, elle va même pas le voir, par exemple. Il va se pointer à l'hôpital alors que lui ne travaille pas, mais elle travaille. En fait, lui, il est en train de la surveiller. Et elle pense que il est tellement amoureux d'elle qu'il vient juste lui faire un petit coucou sur son temps libre. Il va aussi la rabaisser devant ses amis, devant leurs collègues. Et elle va mettre ça sur son humour qui est un peu décalé, sur un humour que tout le monde ne comprend pas forcément. Il va commencer aussi à la critiquer énormément sur, par exemple, les vêtements qu'elle porte. Il va aussi raconter des choses à propos de Jane qui sont fausses, il va le faire avec ses amis, il va le faire aussi avec les parents de Jane. Et tout ça pour lui donner, pour donner une mauvaise image de Jane à son entourage, pour l'isoler encore plus. Et comme si tout ça c'était pas assez, il va aussi la suivre en voiture. Quand elle lui dit « je vais avec des amis au resto », il la croit pas. Il veut s'en assurer de lui-même, donc il la suit. Ça, c'est un truc que les mecs qui trompent, ils font souvent, je sais pas si t'as remarqué, inconsciemment ils doivent se dire purée, si moi j'arrive à la tromper, si moi j'arrive à mener une double vie, ouais, elle doit faire pareil. Donc ils ont pas confiance. C'est parce qu'en fait, ils voient chez l'autre ce qu'il y a en réalité chez eux. Et comme si tout ça, c'était toujours pas assez, Jonathan va commencer à lever la main sur Jane. Au départ, c'est une petite claque, et rapidement, les claques vont se transformer en coups de poing. On connaît la chanson, hein, la première claque, pardon chérie, je suis désolée, et puis au final, ça devient tellement grave et ça devient tellement habituel que y a même plus besoin de s'excuser. Jane, au départ, elle va bien prendre soin de cacher tout ça à son entourage, surtout la violence physique. Elle veut pas les blesser, elle veut pas leur faire de la peine, elle veut pas qu'ils s'inquiètent. Et comme ça peut arriver parfois avec les femmes ou les personnes qui sont victimes de maltraitance, de violence physique, Jane, elle se dit que c'est sa faute, qu'elle mérite d'être une femme battue. Au début, elle ne dit rien à personne, puis elle va commencer à s'ouvrir à ses amis, elle va en parler à une de ses meilleures amies, elle va lui montrer les marques qu'elle a au cou et qu'elle arrive à cacher avec une écharpe, mais elle ne veut vraiment pas le dire à ses parents, elle sait qu'ils seraient morts d'inquiétude et ça servira à rien, donc elle ne leur dit pas. 2 ans après sa rencontre avec Jonathan, Jane va tomber enceinte, et elle a l'espoir qu'avec ce bébé, avec l'arrivée de ce bébé, Jonathan, ça va peut-être le calmer, ça va peut-être l'adoucir. Et quand elle l'annonce à ses parents, ils sont même pas heureux de cet heureux événement, de ce qui est censé être un heureux événement. John, le père de Jane, bien sûr, il rêve de marier sa fille, il rêve qu'elle fonde un foyer, et il veut qu'elle soit heureuse, mais il veut certainement pas la donner en mariage à quelqu'un comme Jonathan. Il sait que c'est pas quelqu'un qui est fait pour elle. Et d'ailleurs, les parents de Jane, ils se disent que l'arrivée de ce bébé, en fait, ça risque même de compliquer les choses, d'aggraver les choses. Ils savent pas que leur fille, elle est maltraitée physiquement. John et Penny, ils l'ont élevée, Jane, donc ils voient bien que quelque chose ne va pas, ils voient bien qu'elle s'isole de plus en plus, elle paraît éteinte, en fait, elle paraît complètement éteinte, alors qu'ils la connaissent joyeuse, qui croque la vie à pleines dents, heureuse, joviale, et ça, c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent plus chez leur fille. Ils voient bien que ça vient probablement de sa relation avec Jonathan. Donc ce bébé, ils sont pas vraiment heureux. Et en fait, ils veulent pas s'opposer à leur fille. C'est pas le genre de parents qui vont renier leur fille parce qu'elle prend des décisions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ils veulent la soutenir. Donc ils la soutiennent et lui font bien comprendre que si elle a besoin de quoi que ce soit, leur porte, elle sera toujours grande ouverte. Pendant sa grossesse, malheureusement, les parents de Jane ne s'étaient pas trompés. Pendant sa grossesse, Jonathan va redoubler de violence avec elle, et pourtant elle est enceinte. Forcément, il n'a pas toute l'attention de sa bien-aimée, elle est préoccupée par le bébé qui arrive, ce qui est normal, mais lui, ça l'énerve. Et alors que Jane est enceinte
de 7 mois, Jonathan, pour la première fois, il va la violer. Ça va durer pendant des semaines jusqu'à son accouchement en octobre 2009, et en réalité ça va même aller au-delà de l'accouchement. La fois de trop, c'est quand il va la violer devant leur fille. Elle est dans son berceau, et Jonathan entre dans la chambre du bébé et il viole Jane de nouveau. Et là, Jane, elle décide que trop, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc elle s'échappe enfin de cet enfer qu'elle vit avec Jonathan. Elle retourne habiter chez ses parents. Elle leur dévoile tout ce qu'il se passe au sein de son couple, à part les viols. Encore une fois, elle veut les préserver, elle veut les protéger. C'est déjà difficile de leur admettre que c'est une femme battue et que ça dure depuis des mois. Donc les viols, elle préfère garder ça pour elle. Quelques jours plus tard, elle va recevoir un SMS de la part de Jonathan. Il lui dit « On va rester ensemble malgré nos problèmes ». Mais ça paraît plus un peu comme comme un ordre en fait, on va rester ensemble. Que tu le veuilles ou non, qu'on ait des problèmes ou pas, on va rester ensemble, c'est pas toi qui décides. Et Jen, elle lui répond « Mais tu m'as frappé, tu m'as violé, tu m'as fait pleurer un nombre incalculable de fois, et tu veux qu'on se marie et qu'on ait d'autres enfants, mais pourquoi ?» Il lui répète « On restera ensemble malgré nos problèmes ». Elle lui rappelle qu'il a menacé de la tuer un soir, un peu avant qu'elle retourne habiter chez ses parents, et elle lui dit « Mais pourquoi tu veux que je te redonne une chance ?» Il lui dit « Bah parce que je t'aime ». Et il continue de la supplier de le reprendre en lui proposant deux options. Option, tombe enceinte ou accepte ma demande en mariage. C'est un choix de ouf. Il la supplie à tel point que Jane, elle finit par céder, elle accepte qu'ils se remettent ensemble, mais à une condition. Elle lui demande de voir un psy. Bien sûr, Jonathan va accepter, il est prêt à tout pour la récupérer. Enfin, il est prêt à dire ce qu'il faut pour la récupérer. Et une des raisons qui a motivé Jane à prendre cette décision que beaucoup ne comprendront sûrement pas, c'est qu'ils ont un enfant maintenant ensemble, et elle ne veut pas que son enfant, que leur fille, ne connaissent pas ce qu'elle a connu avec ses parents. Elle a connu un foyer chaleureux avec deux parents sous le même toit, et elle veut que son enfant connaisse ce même atmosphère familiale. Jane est revenue au domicile conjugal depuis à peine quelques jours, et Jonathan va la violer de nouveau. Jane repart, elle retourne chez ses parents à nouveau, et cette fois-ci elle porte plainte contre lui en novembre 2009. Jonathan est incarcéré, il est placé en détention provisoire, il attend sagement son procès derrière les barreaux. Jusqu'au moment où il est arrêté, Jonathan, il avait réussi à cacher à sa femme l'existence de Jane, et aussi de Yvonne du coup, et c'est seulement quand il a été interpellé par la police que la mère de ses enfants, Joanne, elle a été mise au courant de la situation. T'imagines le truc, les flics qui viennent le chercher, toc toc, bonjour, Jonathan Vass, vous êtes en état d'arrestation pour viol. T'as violé qui? Il a violé sa compagne. Je croyais que c'était moi. Et de son côté, Jen, elle reprend sa vie. Et elle écrit dans son journal intime « Aujourd'hui, j'ai pensé à Johnny, elle l'appelle Johnny, et au fait qu'il puisse venir et me tuer s'il est déclaré coupable. Qu'est-ce qui l'arrêterait ?» Jonathan, il va être relâché. Il a été placé en détention provisoire, donc un total de 2 mois, sur accord du juge Simon Noël, je sais pas comment on prononce. Sur accord de ce juge, il est libéré sous caution au grand désarroi de la famille Clough. Que là, tout de suite, c'est la paranoïa. Et en plus, ils ne peuvent même pas faire appel de cette décision. Parce qu'écoute, la loi, c'est comme ça en Angleterre, ils ne peuvent pas faire appel de la décision de libération sous caution. Le procureur lui-même, il est étonné de cette décision. Il a bien insisté sur le fait que Jonathan est quelqu'un de dangereux. Il estime qu'il devrait rester derrière les barreaux en attendant son procès pour viol, un procès qu'il enverra sûrement en prison de toute façon. Mais il n'y a rien à faire. Le juge a donné son accord, voilà, on peut rien faire, on peut juste attendre. Quand Jonathan sort de détention, sa femme, Joanne, elle le voit revenir comme une fleur, elle le met tout de suite à la porte. Il n'a pas d'autre choix que de retourner habiter chez ses parents, qui vivent à peu près 60-70 km de chez Jane et de chez Joanne, sa femme, et de leurs 2 enfants. Mais Joanne, elle le laisse quand même rendre visite à ses enfants, elle l'empêche pas de voir leurs enfants. Donc après sa sortie de détention provisoire, Jonathan il va passer son temps soit avec ses enfants, soit à la salle de sport. Sur cette période, il prend encore plus de stéroïdes que d'habitude. On sent les hommes, besoin de cachet pour faire gonfler les muscles en plus qui servent à rien. Je sais pas si tu connais des mecs qui font de la muscu comme ça juste pour gonfler, tu leur demandes de t'aider à faire un déménagement, un carton, ils sont fatigués. Bref. Et Jonathan, il est tellement persuadé que Jen, elle est aveuglée par l'amour qu'elle a pour lui, que il pense qu'elle ne va pas témoigner contre lui au procès pour viol. En même temps, il a quand même réussi à la manipuler, à lui faire du mal pendant très longtemps, donc voilà, il est persuadé
elle va laisser tomber. De son côté, Jane, elle est toujours en congé maternité, elle est chez ses parents, elle s'occupe de son bébé, elle ne sort que très rarement, et si elle sort, elle est toujours accompagnée. Au bout de quelques semaines, elle se prépare à retourner au travail, c'est la fin de son congé maternité, et son jour de reprise, elle est tellement anxieuse que sur son trajet, elle s'arrête sur une bande d'arrêt d'urgence et elle fait une crise de panique. Elle ne se sent absolument plus en sécurité depuis que Jonathan est sorti, même si ça fait plusieurs mois maintenant, mais elle ne se sent quand même pas en sécurité. Quand elle est chez ses parents, donc où elle réside maintenant, elle ferme toujours la porte à double tour, elle ferme les fenêtres. Quand elle monte en voiture, elle verrouille tout de suite derrière elle. Elle a vraiment très peur. Et une chose qui va l'aider, c'est d'écrire dans son journal intime. Elle va écrire à propos de ses inquiétudes et de ses peurs. Comme il ne se passe rien pendant plusieurs mois, au final, Jane, elle va petit à petit être rassurée et reprendre doucement une vie normale. Alors qu'elle sortait toujours accompagnée, là, elle se sent en sécurité, donc elle sort toute seule. Tout le monde est rassuré, voilà, on se dit, bon, maintenant Jonathan, il a eu affaire à la police, donc ça l'a probablement calmé, c'est peut-être ce qu'il lui fallait. Mais ce que personne ne sait, c'est que Jonathan, il l'espionne. Il va la stalk sur Facebook pour se renseigner sur ce qu'elle fait, sur où elle sort, sur qui elle voit. Il va même la suivre en voiture et il arrive à jamais se faire prendre. Après sa sortie de détention provisoire, en fait, Jonathan, il a perdu son travail, forcément. Il est en attente de procès pour viol, donc il a perdu son travail. Donc du temps libre, il en a à revendre. Le 25 juillet 2010, Jane, elle se dirige à l'hôpital pour travailler. Elle est de nuit ce jour-là. Elle gare sa voiture et elle marche donc en direction de l'hôpital. Et sur les images de vidéosurveillance, on va la voir se diriger vers l'hôpital, puis faire demi-tour. Elle retourne à son véhicule, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour récupérer quelque chose qu'elle a oublié. Jonathan, il arrive à vélo et il va attendre Jane pendant plus d'une heure sur le parking. Il surgit de nulle part quand il aperçoit Jane et dans un premier temps, il va lui demander de retirer sa plainte. Jane, elle refuse et elle lui dit que de toute façon, quand bien même elle voudrait le faire, elle ne peut plus. Et Jonathan va sortir un couteau et il va la poignarder. Pendant quelques minutes, il va la regarder se vider de son sang, puis il va repartir satisfait. Il l'a tellement poignardée qu'il est persuadé qu'elle est morte. Donc il arrive à son vélo, il arrive sur son vélo, il se retourne et il ne la voit plus. Et en fait, Jane, elle était toujours vivante, donc elle s'est traînée comme elle pouvait en essayant de rejoindre l'hôpital. Et malheureusement, Jonathan fait demi-tour, il revient vers elle et il lui tranche la gorge. Il va lui sectionner la jugulaire. Au total, il la poignarde 71 fois et elle a aussi des blessures défensives sur les bras. Au bout de quelques minutes, des membres du personnel de l'hôpital vont retrouver Jane par terre, agonisante, et il y a tellement de sang que, au départ, ses collègues ne la reconnaissent pas. Tout de suite, c'est grâce à son badge d'employé qu'on s'aperçoit qu'il s'agit de Jane Clough. On l'emmène aux urgences, on tente de la réanimer, mais c'est trop tard. Jane Clough est déclarée morte par une de ses collègues et amies. Vers minuit, alors que Penny et John se mettent au lit, la police vient frapper à leur porte. « Vous êtes monsieur et madame Clough ? » « Oui. Est-ce que vous avez une fille qui s'appelle Jane ? » ?»« Oui. On a le regret de vous annoncer qu'elle vient d'être assassinée. » Alors évidemment, leur monde s'écroule, c'est bien la pire chose que tu puisses annoncer à un parent. Et tout de suite, ils savent qui est responsable, tout comme les collègues de Jane d'ailleurs. Dès qu'ils ont déclaré sa mort, il y avait un témoin d'ailleurs sur le parking qui a fait une description de Jonathan, et ça correspondait à la description que les membres du personnel ont également faite à la police de son compagnon. Ils leur ont expliqué, voilà, il est en attente de procès pour viol, ça peut être que lui. Un policier va rester à la maison de John et Penny pour surveiller la maison. On soupçonne que Jonathan puisse revenir, donc on laisse un policier pour s'assurer de leur sécurité. Et vers 7h30 du matin, c'est pas la police qui va trouver Jonathan, c'est Jonathan qui va trouver la police. En fait, il va se présenter au domicile de John et Penny, et bien sûr, il se fait tout de suite interpeller. Alors parmi les officiers de police qui procèdent à son arrestation, il y a des femmes policières, et ce qui n'étonnera bien sûr personne, je pense, c'est que Jonathan, il va se montrer particulièrement odieux avec les femmes policières. On fouille sa voiture, et qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre ? Un bidon rempli d'essence. Tout le monde est persuadé que ce qu'il avait l'intention de faire, c'était de mettre le feu à la maison de la famille Clough, sachant qu'il y a son bébé qui est dans cette maison, et il le sait, son bébé, 9 mois. Donc est-ce qu'il avait aussi l'intention de tuer son bébé ? Avant de parler rapidement du procès, je précise une chose importante. C'est le fait qu'une enquête a été ouverte sur le juge Simon Newell, je sais pas comment on dit. Pourquoi est-ce qu'il a fait libérer Jonathan sous caution ? Il va se défendre en disant qu'il a respecté la loi, ce qui est vrai. C'est seulement en cas de circonstances exceptionnelles qu'il aurait pu refuser
une demande de libération. Et puis de toute façon, cette libération, elle avait des conditions, alors certes conditions qu'il n'a pas respectées bien sûr, mais elle avait des conditions, à savoir le fait qu'il n'avait pas le droit de contacter Jane de façon directe ou de façon indirecte. Ça n'empêchera pas les parents de Jane de considérer ce juge comme responsable de la mort de leur fille. Notre société ne peut pas se permettre de laisser des femmes dans une position si vulnérable en libérant les gens sous caution. Il me semble que c'est le père de Jane qui a dit ça lors d'une interview qu'il a donnée à la BBC. Pendant le procès pour le meurtre de Jane, c'est là qu'on va lire des extraits du journal intime de la victime de Jane, et ses parents diront plus tard que c'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont saisi toute l'ampleur du truc, toute la gravité de la situation. J'ai peur que Johnny fasse quelque chose de stupide comme essayer de me retrouver. Il est à court de temps, il pensait que j'allais laisser tomber ma plainte, mais il se rend compte que je ne peux pas, même si je le voulais. Qu'est-ce qu'il mijote ? Je doute qu'il attende sagement qu'un jury le déclare coupable. Il ne me laissera pas l'envoyer en prison, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va vouloir se venger. Mon Dieu, quand est-ce que cet enfer prendra fin ? Le pire, c'est que elle écrit aussi qu'elle sait que certaines personnes pensent qu'elle exagère. Dans son entourage, il y a des gens qui lui ont dit tu sais, s'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait depuis longtemps. Et elle écrit je n'y crois pas. J'ai peur. Donc même si son entourage est persuadé que ouais, si ça peut paraître logique, c'est vrai que s'il avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait dès qu'il était sorti de prison, mais elle l'a senti. Le procès de Jonathan Vass commence le 2 septembre 2010. Il plaide coupable, mais il va quand même dire pour se défendre qu'en fait il avait pris trop de stéroïdes et ça lui avait altéré son jugement. Hashtag Sylvie Reverigo, c'est pas sa faute. La sentence est prononcée en octobre, il est déclaré coupable et il est condamné à une peine de prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 30 ans. Il pourra demander une libération conditionnelle quand il aura 60 ans. Et alors il y a un truc dans le code pénal anglais qui est hyper chelou. Le procès pour viol, en fait, il a été mis comme en suspens. En fait, je sais pas trop comment expliquer ça, je me rappelle plus du terme d'ailleurs qui était utilisé en anglais, mais c'était pas vraiment suspendu, c'était, je sais pas, comme en attente, un peu en stand-by, un truc comme ça. En gros, le procès pour viol, il n'aura jamais lieu, et si Jonathan sort de prison un jour, ben, il ne figurera pas au registre des criminels sexuels, délinquants sexuels, je sais pas comment on dit. Bien sûr, l'entourage de Jane est révolté, à commencer par ses parents. On a été abandonné par la justice 2 fois, quand la libération sous caution a été accordée et quand les poursuites pour viol ont été suspendues. Eux, ils sont persuadés que même après 30 ans de prison, Jonathan restera un danger pour cette société. Les parents de Jane, ils vont lancer une campagne au nom de leur fille qui va s'appeler Justice pour Jane. Ils ne veulent pas qu'un tel drame se reproduise, il faut changer la loi. Pénélope, elle va recevoir une récompense pour son activisme, et son mari aussi, mais 6 ans plus tard. Le 12 mai 2012, une loi va voir le jour, la loi Jane. Donc leurs années de combat, enfin bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais les mois qu'ils ont passés à se battre pour leur fille, bah, ça a porté ses fruits. La loi Jane, en gros, c'est une loi qui stipule que dorénavant, une victime de viol ou de crime sexuel, elle pourra contester l'autorisation de libération sous caution en attendant un procès, hein, ce qu'ils ont essayé de faire avec Jonathan Vass, et c'était juste pas possible en fait. Ils vont aussi essayer, alors ça je sais pas si ça a été mis en place, mais ils vont aussi essayer de mettre en place un registre de stalkers, de harceleurs, je sais pas si on dirait ça en français, mais ils voudraient qu'il y ait un registre aussi pour les personnes qui ont ce genre de comportement, tout comme il y a un registre de criminels sexuels. Pour information, la fille de Jane, elle est devenue pupille de l'État. Alors pourquoi elle n'est pas restée avec ses grands-parents ? C'est une excellente question. C'est aussi une question que j'ai retrouvée beaucoup dans les commentaires des articles que j'ai lus pour faire cette vidéo. Je n'ai vraiment aucune réponse. Donc si quelqu'un sait, si quelqu'un trouve, merci de mettre ça en barre de description. Dans les commentaires, je voulais dire, c'est moi la barre de description, n'importe quoi. Derrière les barreaux, Jonathan, parce qu'il est pas marrant, donc il fait encore des trucs. Il va demander ses droits sur son enfant. J'ai presque envie de rigoler. S'il a été capable de violer Jane devant sa fille, je pense que sa fille s'en fout. Pendant le procès, il va demander à la sœur de Jane, pareil, je trouvais que c'était drôle, il demande à la sœur de Jane qu'est-ce que tu vas dire à mon enfant me concernant, à mon sujet. On va lui dire que t'es capitaine d'un bateau sur une croisière perpétuelle et que tu reviendras jamais, voilà. Et ferme-la et retourne dans ta cage. Morale de l'histoire, donc il la tue pour éviter d'aller en prison pour viol, au final, il se retrouve avec perpète pour meurtre, donc faites du sport les gens, prenez des stéroïdes. Non je rigole, faut faire du sport, c'est important, faut juste pas prendre de stéroïdes, et faut pas frapper les femmes.
Voilà, ça paraît évident, mais voilà, je le répète, on sait jamais. Et puis il faut aussi faire muscler le cerveau, hein. Je sais pas, fait du sudoku, des trucs comme ça. Dans tout ce qu'elle a vécu avec Jonathan, bah Jen, elle a été fidèle à elle-même. C'était une femme gentille et douce, et surtout pleine d'espoir. C'était une optimiste, et je pense qu'elle avait vraiment cet espoir au fond d'elle que Jonathan puisse changer. Elle a connu une partie de lui qui a la capacité d'être gentil, d'être attentionné, d'être drôle, on va dire, même si je pense que je l'aurais pas trouvé drôle, mais elle est tombée amoureuse d'un Jonathan qu'elle a espéré retrouver, et elle s'est aussi battue pour sa fille, pour faire connaître à sa fille un environnement familial qu'elle a connu. Quand la limite a été franchie, celle de se faire violer devant sa fille, quoi. Je pense que Jen, à ce moment-là, elle a dû se demander si Jonathan, il serait pas capable de faire du mal à leur enfant aussi, à sa fille. Et c'est probablement ce qui lui a donné le courage de partir, parce qu'il en faut du courage pour sortir de ce genre de situation. Jonathan, menteur professionnel qu'il est, il a complètement nié les accusations de viol. Bon, pas le meurtre, hein, évidemment, il pouvait pas, mais pour les viols, il a complètement nié. En prison, il a vu un article de presse, il avait le journal, il a vu un article sur lequel il y avait la photo de Jane, il l'a déchirée, et il a dit « Je la déteste, elle me manque, mais je la déteste. » Mesquine, le pauvre, il est en prison à cause d'elle, bien sûr, elle est la source de tous ses maux. Il a jamais montré aucun remords, il a même blâmé la victime. Il a perdu son travail, il a perdu sa femme, ses 2 enfants, le droit de voir la fille qu'il a eue avec Jane, il a perdu sa liberté aussi, enfin, c'est Jane qui lui a tout pris, enfin, c'est comme ça qu'il le voit. Penny, la mère de Jane, alors elle dira qu'elle n'est pas du tout vindicative, pas du tout, c'est des gens très peace and love dans cette famille, mais elle espère quand même que Jonathan est vadouillé en prison, hein, qu'il goûte un petit peu à ce qu'il a fait à sa fille. Je remercie énormément les personnes qui, sur la vidéo de la semaine dernière, l'affaire en Islande, je remercie les personnes qui ont fait coucou, Birna, repose en paix, enfin on est quand même là pour parler de cette affaire, et du coup il a fallu faire un petit rappel, et je remercie les personnes qui l'ont fait, parce que c'est parti dans des débats et tout, fort intéressant, moi ça m'intéresse. Je censure pas, je supprime pas les messages à moins que ce soit vraiment des trucs de ouf, mais ouais, je laisse les gens s'exprimer, hein. Exprime-toi, dis ce que t'as à dire. On a le droit de ne pas être d'accord, hein. Je vais pas supprimer les messages juste parce que je suis pas d'accord. La vie serait moins drôle, je pense. Et je voudrais aussi terminer avec un petit clin d'œil à Doudou, qui se reconnaîtra. Je t'ai piqué ta phrase, alors, avec ton autorisation bien sûr. Le prix de la société n'est pas le prix du cœur. Je trouvais que c'était une très belle phrase, donc je te l'ai piqué. Merci Doudou. Et on passe au random item. Alors, je suis pas sponsorisée par Ikea, dommage, mais je me suis procuré un nouveau bureau. S'il y a bien un truc que j'ai appris avec tous les meubles que j'ai possédés au courant de ma vie, c'est plus jamais des trucs ouverts. Des étages. Ça là, je vais m'en débarrasser le plus vite possible, parce que tout ce qui est ouvert, ça prend la poussière. Donc voilà, c'est plus rapide, c'est plus simple de passer un coup de chiffon sur un bureau avec des tiroirs que d'avoir juste un bureau sans tiroir et de devoir tout enlever et tout nettoyer et tout. Et puis chaque élément, tu dois le nettoyer aussi parce qu'il prend la poussière. Enfin, c'est un cauchemar. Et j'ai pas que ça à faire de faire le ménage en fait, hein. J'ai des choses plus intéressantes à faire dans ma vie. Donc ce bureau tout magnifique avec tellement de rangements que je sais pas quoi mettre dedans, vraiment je recommande de prendre des trucs fermés. Après moi c'est un style que j'aime bien, hein, épuré, ménage facile, voilà, pour moi c'est le paradis. Je conçois le paradis comme ça, tiens, bien rangé, propre, épuré. Blanc. Et pour les personnes qui ont besoin d'aide à monter des meubles, bah appelle-moi au 06 12 12 12, 12. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.